Actu Média et Radio Soleil vous présentent Au passage des artistes, une émission présentée par Jazia tous les jeudis de 18h à 19h. Radio Soleil, Paris 88.6, Marseille 87.7. Radio Soleil, toutes les voix comptent. Vous êtes sur Radio Soleil, bonjour et bienvenue dans l'émission Au passage des artistes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une artiste à l'univers aussi pétillant que sincère, aussi drôle que touchant. Et je dois vous avouer que de la bonne humeur, eh bien, c'est salutaire par les temps qui courent. Avec son spectacle revisité, mon invité nous embarque dans un voyage aussi fantasque qu'intime, où se mêlent humour, survitaminé, chansons et récits déjantés. Sur scène, elle explore avec autodérision et sensibilité cette quête de lumière qui éclaire, mais qui parfois brûle. Aujourd'hui, elle est avec nous et donc au passage des artistes et nous sommes ravis d'accueillir Hind. Bonjour Hind. Bonjour Jazia. Bienvenue sur Radio Soleil. Alors Hind, qu'est-ce qui vous a donné envie de revisiter votre spectacle? J'ai l'affiche juste à côté de moi. Hind, fille unique. Alors, ce qui m'a donné envie de le revisiter, c'est que je l'avais écrit une première fois, il y a quelques années, en 2023, avec un enchaînement de sketchs que j'avais écrits les uns les autres et pour lesquels j'avais essayé de trouver un fil rouge. Et après l'avoir joué un certain nombre de fois, je trouvais que ça manquait un peu de profondeur potentiellement. Et donc, j'ai eu recours au service d'une super coach, Marie Guibourg, avec qui j'ai retravaillé le spectacle. Et quand elle l'a vu, en effet, elle m'a dit, écoute, il y a de la matière, mais ce serait bien que tu oses aller un peu plus en profondeur, que tu montres un peu plus de vulnérabilité dans ce spectacle. Et donc, cette fois, on a travaillé une vraie trame narrative dont vous parliez en introduction et qui est répondre à la question, est-ce qu'on peut se sentir unique sans se sentir seul? Et j'essaye d'y répondre pendant 1 heure avec des anecdotes venues de ma vie personnelle, avec des moments touchant, sincère, mais aussi des moments complètement délirants en chanson. Et aujourd'hui, je suis hyper fière de la version de ce spectacle parce qu'elle permet d'inviter les gens dans un voyage à travers différents questionnements et qui, à la fin, les fait ressortir avec plein d'énergie, la super bonne humeur et l'envie de se reconnecter à leur enfant intérieur et de faire la paix avec. Alors, est-ce que c'est compliqué, justement, d'écrire un spectacle qui parle à tout le monde lorsqu'il parle de soi? Alors, on pourrait croire au début qu'en effet, c'est contre-intuitif de se dire, tiens, il faut que je parle très général pour parler à tout le monde, alors que j'avais eu des témoignages d'artistes, j'ai un souvenir d'un Patrick Bruel quand il parlait d'écrire ses chansons, ou d'autres artistes qui disaient en fait, plus tu vas vers l'intime, plus au contraire, les gens vont réussir à se projeter, soit en se disant, ça me parle parce que je me reconnais, ou au contraire, ça me parle parce que je connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Et c'est vrai que la difficulté quand on écrit, c'est de partir de un point de vue ultra singulier et d'essayer quand même de trouver de l'universalité derrière. Et je pense que ce qui est universel, c'est pas les événements, parce que chacun vit des événements différents, mais c'est la manière dont on va réagir à ces événements. Parce que ça, c'est des traits humains, la peur, l'angoisse, la honte, l'envie. Et c'est quand on arrive à déceler ces parts de vérité chez chacun que un événement très personnel peut vraiment résonner auprès de plein de monde, je pense. Alors, est-ce que ça a été pour vous, en tout cas, le théâtre, ça a été pour vous quelque chose d'inné, ou est-ce qu'on se réveille un jour, on plaque tout, comme beaucoup de gens d'ailleurs qui viennent nous en parler ici au passage des artistes, qui nous disent mais voilà, je voulais faire du foot, j'ai eu des petits problèmes de santé, puis j'ai bifurqué vers autre chose et je m'éclate. Est-ce que ça a été votre cas à vous? En fait, moi j'ai toujours fait de la scène depuis très longtemps. Déjà quand j'étais adolescente, mon rêve, et j'en parle dans le spectacle, c'était d'être une pop star un peu comme Céline Dion. Donc, j'avais passé les castings à l'époque pour pop star il y a longtemps, en 2001. En moins 17 à mon TikTok, comme on dit. Et en fait, tout au long de ma vie, j'ai toujours fait de la scène, que ce soit en chanson, comédie musicale, en improvisation, en théâtre. Et après, je me suis intéressée de plus près à l'humour il y a quelques années, en tombant un peu dans la marmite, en allant faire des cours du soir. Et ce que j'ai adoré, c'était le fait de pouvoir à la fois écrire, jouer ce que j'avais écrit, retravailler et d'avoir un peu la main surtout de A à Z. Et puis derrière, de voir à quel point, quand on provoque les rires, c'est addictif en fait. Moi, je compare souvent en fait le fait de monter sur scène et de faire rire les gens au fait de faire du surf. C'est-à-dire que c'est dur au début, on se prend plein de petites vagues dans la tronche, on a du mal à arriver, mais quand on arrive à monter sur la planche et qu'on prend la vague avec le rire du public, on n'a qu'une envie, c'est de remonter sur la planche derrière. Alors, est-ce qu'il y a de la place pour de l'improvisation? Je pose tout le temps la question parce que c'est vrai que quand c'est très bien écrit, on se dit, bon, j'ai une trame, je vais broder autour, évidemment, mais est-ce que je vais
pouvoir, c'est comme le coloriage, est-ce que je vais pouvoir colorier autour ou pas du tout? Bon, il y a toujours de la place pour l'improvisation et c'est d'ailleurs pour ça que j'adore jouer parce que chaque spectacle est complètement différent en fonction du public. Donc clairement, j'ai un texte écrit de A à Z. En revanche, il y a des endroits où je sais que je peux me laisser du temps pour l'improvisation et surtout, je m'autorise à 250% à improviser avec tout ce qui va se passer dans la salle. Ouais. Notamment parce que j'ai fait beaucoup d'impro théâtrale. Moi, c'est une des choses que j'adore. Donc, s'il se passe quelque chose dans la salle, je suis obligée d'en prendre acte et de jouer avec le public autour de ça. Et est-ce que le public, parfois, parce qu'il y a des vannes ou des petites choses comme ça, parce que parfois, c'est interactif, est-ce qu'on s'en sert un peu pour réécrire l'histoire? Oui, complètement, et les faire participer en fait à l'histoire et parfois les questionner. J'ai notamment un passage dans lequel je raconte qu'en fait on est tous des gosses dans des corps d'adultes et qu'on a tous un doudou à la maison, même si c'est encore tabou. Sachez-le, il y a quand même un Français sur 2 adultes qui a un doudou à la maison, genre une peluche. Mais je dis, il y a pas que ça, il y a aussi les animaux, la clope, plein d'autres petites choses qu'on a comme. Et donc quand j'interagis avec le public à ce sujet-là, il y a toujours des réactions différentes et c'est rigolo parce que ça me permet d'insister sur un sujet ou sur un autre en fonction de la réaction du public. Ça, c'est un exemple, voilà. Et alors, sur scène, vous parlez de solitude, ouais. Des illusions et également comment ça se travaille, ça, parce que c'est vrai qu'on travaille aussi sur soi quand on écrit quelque chose d'aussi intime. C'est quoi votre secret? Mon secret, ça a été justement d'accepter d'aller creuser un petit peu sous les couches que je voulais pas forcément montrer parce que quand on est sur scène, parfois c'est très agréable de mettre un joli petit masque et de rester comme ça. Et de se dire ok, je vais accepter de prendre quelques mois pour creuser des sujets que j'avais pas forcément envie d'aborder et puis de voir si je suis à l'aise. Déjà pour en parler et d'avoir suffisamment de distance pour pouvoir en rire et ensuite d'en parler et par exemple cette notion de solitude, elle était très en surface dans la première partie de mon spectacle, la première version. Et quand justement Marie l'a vue, elle m'a dit « J'ai l'impression que c'est une des thématiques fortes de ton spectacle, cette notion de solitude. » Et j'ai accepté d'aller creuser vraiment ce que ça me faisait moi, me sentir seule, à quels souvenirs ça pouvait me ramener. Et donc j'en parle dans mon spectacle. Il y a un moment un peu tristoun où je parle du divorce de mes parents, de ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Mais derrière, j'en extrais tout de suite une matière comique très forte et qui crée un contraste assez saisant. Du coup, puis ça dramatise tout de suite. Exactement. Ça permet de désamorcer, bien évidemment. On n'est pas sur un spectacle où il y a du pathos. Non, complètement. On va rire, exactement. On va rire, mais on va faire un voyage. On va pas rire tout le temps. Il y a des moments où on va pouvoir se poser, avoir un peu d'émotion aussi. Pour encore plus rire juste après quand même. Alors vous parlez beaucoup de la quête de lumière, c'est assez présent dans votre spectacle. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, en fait, dans la première partie du spectacle, en effet, je parle beaucoup de cette obsession de se sentir unique. Ouais. Et notamment parce que je suis fille unique et que j'ai l'impression depuis gamine que j'ai toujours eu besoin de me différencier et de me dire ma vie sera pas comme celle de tout le monde. Et il y a cette quête de reconnaissance. D'ailleurs, j'ai l'impression que beaucoup d'artistes, quand ils montent sur scène, sont aussi dans cette quête de reconnaissance. Parce que très souvent, ce qu'on dit sur scène, on pourrait le dire aux gens au bar sans tout le tralala et tous les spotlights. C'est juste que là, on les convoque à un instant T pour leur parler. Et en fait, j'ai l'impression que derrière cette quête de lumière, il y a quête de reconnaissance, quête d'amour et de lien avec l'autre. Et de validation. De validation un peu de qui on est et de sa singularité, alors que ce qui est marrant, c'est qu'on est tous singuliers, chacun est unique à la base. Mais je sais pas, moi je sais que j'ai toujours eu ce besoin de me dire, je suis pas comme tout le monde. Alors justement, et moi ça c'est une question que je pose très souvent à mes invités quand ils sont sur scène. En tout cas quand le métier est d'être sur scène. Est-ce que être comédien, c'est aussi avoir envie d'être aimé? Ah oui, je pense que clairement il y a ça derrière. Sinon on n'irait pas chercher. Vous parlez de validation complètement, la reconnaissance, les applaudissements des gens dans la salle. Alors c'est un peu, c'est un peu schizophrène parfois de se dire ça parce que on doit créer juste pour le plaisir de créer et pas être tout le temps dans la recherche de la validation, sinon ça va un peu trahir la démarche. Et en même temps, quand en face ça prend pas, on se dit mais zut, ça leur a pas parlé. Donc oui, sur scène il y a ce besoin, en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est créer un moment unique avec les gens, de connexion, et peut-être même au-delà du fait qu'ils m'aiment, me dire, ils m'ont comprise,
ils sont avec moi et on partage une réalité ensemble pendant un instant. Et déjà rien que ça, le fait de connecter, c'est assez beau. Et tant sur scène que dans le public, moi j'adore aller voir des spectacles en général. Je préfère 10 fois ça plutôt que d'aller au cinéma parce que justement, je suis dans un instant suspendu pendant lequel tout peut se passer et on est en train de vivre un moment privilégié avec les artistes sur scène et avec les gens dans la salle. Et c'est des moments gravés, je trouve, dans une mémoire. Oui, c'est pour ça qu'on l'appelle spectacle vivant. Exactement. C'est important. Hind, est-ce que vous pouvez nous parler de votre passage, justement, parce qu'on en parlait sur Popstar? Eh bien sûr, je peux vous en parler. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire, j'imagine. C'était en 2001. Ouais. À l'époque, j'étais étudiante et j'avais vu une annonce à la télé sur M6 qui disait, c'était les tout débuts de la télé-réalité, donc on savait pas trop à quoi s'attendre. Et j'avais vu une pub disant, tu as plus de 18 ans, tu es une jeune fille et tu rêves de chanter, inscris-toi. Donc j'étais là, wouh, ça y est, c'est pour moi. Et à l'époque, je vivais dans le sud, à côté de Nice. Et les castings avaient lieu dans différentes villes, notamment à Marseille. Et donc à l'époque, j'avais dû convaincre ma mère, qui avait été très sympa pour me faire sécher un jour de stage en entreprise à l'époque, et 2, m'emmener en voiture jusqu'à Marseille pour passer le casting, en ne sachant absolument pas à quoi m'attendre. Ouais. Et en fait, pendant la journée, je me suis prise au jeu parce qu'au début, on arrive, on est devant un jury qui est pas celui officiel de la télé, on chante chacune un petit bout de chanson, ça marche bien, on est prise pour la deuxième étape. Là, ils nous faisaient chanter en groupe devant le fameux jury, dont Mia Fry. Si des gens se souviennent de Mia Fry, en tout cas, moi, je m'en souviens. J'avais chanté Anastasia. Et en fait, le lendemain, j'étais revenue finalement parce que j'avais passé les sélections. Et donc, en fait, ce qui était rigolo, c'est qu'au plus les sélections avançaient et au plus je me prenais au jeu en me disant mais en fait tout est possible, peut-être que ma vie va vraiment changer demain. Et en fait non, pas du tout, parce que j'ai pas été prise à la fin des 2 jours de sélection. Mais l'expérience en elle-même, elle a été vraiment incroyable parce que justement qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette expérience, cette parenthèse? Cette parenthèse, elle m'a apporté le fait que les rêves pouvaient être accessibles. On m'avait ouvert une porte, on me disait tiens, regarde, c'est possible, il y a des gens qui sont là pour t'écouter. Il y a eu plusieurs étapes et en plus il y a eu plusieurs étapes, donc je me disais on valide un petit peu mon niveau quand même. Évidemment. Mais aussi une remise en question, parce qu'à la toute fin, quand Mia Fry, c'est elle qui m'a débriefé très gentiment, me dit écoute, tu danses bien, mais au niveau de la voix, va falloir renforcer un petit peu ça. Je m'étais dit t'es pas prête, alors va falloir continuer à travailler et t'améliorer. Mais ça m'avait vraiment ouvert une porte sur une possibilité il y a une vie artistique possible. Oui, potentiellement, bien évidemment. Et puis c'est vrai que ça valide en tout cas votre démarche. Et donc moi j'ai envie là tout de suite, on s'est pas préparé, mais vous pensez bien que je vais demander à Hind de nous faire. Alors, je sais pas ce que vous aviez parlé d'Anastasia, c'est ça? C'était le titre que vous avez interprété à l'époque? Oui, c'est que j'avais interprété à l'époque. Alors, qu'est-ce que vous pensez que sur Radio Soleil, on peut avoir un petit extrait? De celui-là? Où est-ce que je peux vous faire sinon? Ce que vous voulez. L'artiste dont je suis fan, Céline Dion. Je parle beaucoup aussi dans le spectacle. C'est parfait. Allez, Hind, on vous écoute. J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, le temps d'avant. C'était le temps d'avant. Merci. Est-ce qu'il faut toujours faire des blagues? Merci, c'est super sympa d'avoir accepté ce petit challenge. Avec plaisir. J'ai envie de vous demander alors pourquoi aller sur scène pour ne pas chanter, mais plutôt raconter votre histoire. Est-ce que pourquoi vous ne vous êtes pas orienté vers la chanson, juste la chanson? Oui. En fait, ce que je trouvais chouette dans cette démarche avec le spectacle, c'est qu'il y a à la fois de la chanson, des moments drôles, du partage. Et en fait, j'avais envie de quelque chose un peu plus complet. Et ça, notamment, je l'ai découvert, moi, quand j'ai commencé à faire des comédies musicales, qu'il y avait des moments où on pouvait chanter, des moments où on pouvait jouer en communication avec le public. Et je crois que c'est ce qui vraiment me plaît le plus, moi, dans la démarche du One Woman Show. C'est de pouvoir mettre à l'intérieur de l'histoire plein de manières différentes de connecter avec le public et de raconter une histoire. Et pas que un tour de chant. Parce que oui, j'adore chanter, mais j'aime aussi faire rire les gens, j'aime parler avec eux, communiquer, faire des personnages, j'adore ça, partir dans des délires. Et donc c'est un joyeux melting pot, en effet, ce spectacle, de plein de manières de connecter avec le public. Oui, et puis de communiquer également avec le public. Quel est votre personnage préféré? Parce qu'on parlait de personnages tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un personnage qui vous ressemble le plus? Alors, dans les personnages qui me ressemblent le plus,
dans mon spectacle, à un moment donné, je joue moi, adolescente, qui était la reine des booms et qui organisait toutes les booms et qui parlait avec son petit appareil dentaire comme ça. Elle me fait beaucoup rire parce que ça me rappelle à quel point quand on est adolescent, parfois, on est complètement déconnecté, on veut vraiment déjà être un adulte, mais on est encore un enfant et donc on peut avoir des propos complètement décalés. Et ouais, je crois que c'est celle qui me touche le plus dans les personnages que je joue. Et est-ce que vous avez un public préféré, là où vous allez, vous vous dites bon bah c'est super, je sais que le public est plutôt sympa, un peu moins exigeant. Alors on parle souvent du public parisien qui est un peu plus intransigeant avec les artistes parce qu'il est inondé de spectacles et ça les artistes le savent et le redoutent. D'ailleurs, est-ce que vous avez un public fétiche où vous vous dites oh ils sont sympas, ça va être cool, je vais être moins stressé. C'est vrai qu'en province, ils ont tendance en général à être plus accueillants et plus heureux de nous voir parce qu'ils ont un peu moins d'offres et du coup, ils sont hyper contents de venir et de partager ça avec nous. Là où à Paris, en effet, il y a un côté un peu plus blasé. En revanche, après, faire juste la différence province-Paris, je trouvais ça un peu dur. Je sais que là où j'ai trouvé le public particulièrement chaleureux, c'est dans le sud-ouest. Quand j'ai joué à Bayonne, il y a quelques temps, c'était en plus le soir de mon anniversaire. Ils m'ont chanté Joyeux anniversaire en basque à l'époque. Enfin, c'était une soirée assez incroyable et je l'avais trouvé hyper accueillant, hyper chaleureux. Et c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai de public. Il y en a plein, mais je veux dire, cet accueil du public de Bayonne, il avait été assez incroyable. Hind, dites-moi, parce que ça aussi, je pense qu'on a dû vous poser la question, votre source d'inspiration, vous allez la chercher où? Est-ce que c'est, bien évidemment, votre histoire, vos doutes, vos questionnements, etc., votre quotidien, j'imagine, mais où vous allez chercher toute cette source d'inspiration, parce qu'il en faut pour écrire un spectacle. Est-ce que vous êtes comme certains, on est sur une terrasse de café puis on observe un peu les gens autour de soi, voilà, d'où vient votre inspiration? C'est un mélange en effet entre des notes prises d'observations que je fais, de souvenirs que j'ai aussi ou de ressentis que j'ai en me disant bah tiens c'est marrant pourquoi je ressens ça et d'essayer d'aller creuser. Et après ce que je fais, je croise à la fois mes expériences personnelles et mon ressenti avec des inspirations d'autres choses. Par exemple, je suis une énorme fan, je vous l'ai dit, de comédie musicale, de Disney, d'humour décalé et donc très souvent je vais regarder des produits culturels de ce type-là, des spectacles, des films qui vont me donner des idées en me disant ah bah tiens ils ont abordé ça comme ça peut être rigolo. Donc ça va m'apporter beaucoup de nourriture pour notamment la forme et en me disant bah tiens je pourrais traiter ce sujet de telle manière. Par exemple, je vous donne typiquement un exemple. Il y a dans mon spectacle, je parle de ma marraine qui s'appelle Mary Poppers. Voilà. Et à un moment donné, elle intervient pour me dire que dans le show business, on montre pas ses émotions. Et donc j'ai utilisé une chanson qui venait d'une comédie musicale que j'adore, qui s'appelle The Book of Mormon, qui a été écrite notamment par les auteurs de South Park et qui parle de manière très trash de l'impact de la religion sur les gens. Bref, peu importe. Ça, c'est pas le sujet qui m'intéresse, c'est la manière dont ils le font. C'est-à-dire que cette chanson, elle a un message très dur, mais une forme très joyeuse et très légère. Et ça, je trouvais ça génial. Et donc, j'ai repris cette chanson et j'ai écrit les paroles pour la marraine. Et je fais passer un message dur avec un fond très léger. Mais on très bien, ma chérie. Ça passe très bien, mais bien sûr. N'en parle pas. Bien sûr, ma chérie. Bien, oui, ça passe très bien. Est-ce qu'il y a des sujets tabous? Est-ce que vous vous interdisez certains sujets, certaines écritures? Est-ce que votre humour, parfois, s'arrête parce qu'aujourd'hui malheureusement on ne peut pas rire de tout parce que ça vexe tout le monde. Qu'est-ce que où se situe votre limite par rapport à l'humour? Moi, ma limite, je dirais que c'est de pas rire aux dépens d'eux plus faibles que moi. Il y avait une règle qu'on m'avait donnée un jour que je trouve très bien, c'est never punch down. Donc c'est ne te moque jamais de plus fragile ou plus faible que toi. Et d'ailleurs, c'est le rôle de l'humoriste en général, c'est plutôt d'être le bouffon du roi et d'aller critiquer un peu les puissants. Donc, je suis personnellement très sur l'autodérision ou me moquer de choses, mais observer de loin ou de personnages, mais qui sont soit à mon niveau, on va dire, soit au-dessus de moi. Mais voilà, moi, ma limite, c'est ça. Et est-ce que vous avez des sujets tabous que vous
que vous n'abordez pas dans vos spectacles? Est-ce qu'il y a des choses comme, alors je dis des bêtises, la religion, la race, la couleur, est-ce qu'il y a des choses que vous ne souhaitez pas aborder d'abord dans vos textes, dans vos chansons également, parce que j'imagine que vous écrivez également les chansons de vos spectacles et face à votre public, s'il y a de l'impro, etc. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'abordez jamais? Je crois pas m'être censurée. En revanche, c'est vrai qu'il y a des thèmes sur lesquels je vais pas aller naturellement. Par exemple, la religion ou la politique, c'est pas spécialement les domaines sur lesquels moi j'ai envie de m'étendre. Je sais qu'il y en a qui utilisent l'humour comme un moyen de dénoncer des choses, et ça, je trouve ça très bien. Moi, j'utilise plutôt l'humour comme un moyen d'aider les gens à s'échapper un petit peu du quotidien, et donc de leur offrir une fantaisie. Je suis plutôt dans cette approche-là. Alors, est-ce que c'est de la prudence ou voilà, comment est-ce que quand on est avec son petit stylo et sa petite feuille à écrire des ébauches, est-ce qu'on se dit bon, ça, si je le dis, bah ça va vexer X, Y, Z, bon allez hop, on annule. Voilà, comment concrètement vous travaillez? Alors vous dites que vous ne vous censurez pas, mais concrètement comment vous travaillez ces choses-là que vous ne voulez pas aborder? Est-ce que l'idée arrive et ensuite on barre parce que ça ne va pas, ou est-ce qu'on écrit, on se relit, on se dit bon bah je vais changer de certaines choses parce que ça n'ira pas? Il y a à la fois un côté, je pense, de légitimité. Parfois, il y a des sujets, typiquement la politique. Je vais me dire, je suis pas suffisamment calée pour donner un point de vue qui soit vraiment bien instruit. Et je me dis, laissons faire les experts, même si. Et ça, j'entendais Haroun qui disait ça il y a pas longtemps. Ouais. Tout humoriste est politique dans ce qu'il dit. C'est vrai que quand on va parler je parle de choses très bêtes, hein, mais à l'intérieur de mon spectacle, à un moment donné, je dis, c'est fou comme la société, elle te le fait payer quand tu coches pas toutes les cases de la réussite, du bingo social. Donc c'est pas politique, mais en même temps, ça dénonce quand même quelque chose de sociétal, on va dire. Et la manière dont moi je vais me réguler, par exemple, quand j'écris ou pas, c'est tout simplement, est-ce que je vais être à l'aise de le dire sur scène, parce que est-ce que déjà quelque chose auquel je crois profondément et que je pourrais défendre dans n'importe quelle situation et dont je n'aurais pas honte si je me retourne dessus dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Je crois que c'est un peu ça ma boussole, c'est juste d'être fidèle à moi-même et de me sentir à l'aise. Et après, de faire du test and learn, parce que parfois on va dire des choses et se rendre compte que là, j'ai blessé telle partie du public. Bon, je vais retravailler cette blague. Et vous avez déjà eu oui, ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois d'avoir une blague comme ça qui a touché une partie du public en face de moi et je pensais pas du tout en fait que j'allais les heurter. En gros, vous vous rappelez? Oui, mais je me souviens. En fait, c'est une vanne que j'utilise à la fin d'un sketch qui s'appelle Le Beurrier, où je raconte qu'un date m'avait offert un beurrier pour mes 40 ans. Et donc, à la fin, je pousse un coup de gueule contre tous ces hommes célibataires et désespérés parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver une femme en France et qui vont en général trouver une femme en Thaïlande. Et donc, je les critique un peu là-dessus et je dis bravo, vous faites pas marcher le circuit court, choisissez local. Et à la fin, je faisais une vanne où je comparais la femme française mûre par rapport à la jeune femme thaïlandaise. Et je faisais une vanne en faisant un lien avec les ladyboys en Thaïlande. Et ça, clairement, ça a heurté des gens qui étaient dans un cabaret dans lequel j'ai joué, qui était inclusif, avec des membres de la communauté LGBTQ+. Et là, j'ai dit, mais en fait, plus jamais tu fais cette vanne in. Et donc, je l'ai réécrite complètement. Et maintenant, elle est vraiment normalement 100% safe. Où je dis juste, nos régions ont du talent. Et voilà. Et comme ça, je fais plus de comparatif. Je parle plus du tout de la jeune femme thaïlandaise. Et j'évite justement de pouvoir heurter des sensibilités auxquelles je ne pensais pas. Et c'est difficile de faire de l'humour aujourd'hui, Inde? Moi, je pense à Coluche, je pense à des proches, je pense à tous ces humoristes qui étaient libres de parole parce que à l'époque, nous n'avions pas les minorités pour juger ce qui était bon et pas bon. Est-ce que faire de l'humour aujourd'hui est compliqué? Je dirais pas que c'est compliqué. À mon avis, c'est que c'est plus conscient et que, en fait, quand on fait de l'humour, c'est comme quand on fait à manger avec ses amis. Et en général, quand on veut faire un repas avec des amis, ce qu'on aime bien, c'est leur faire plaisir. Et donc de savoir avant qui est allergique à quoi, qui a tel régime, qui va bien apprécier le repas, et de faire en sorte que le plat plaise le plus possible.
Contrairement à, je fais ce que j'avais prévu. Voilà mon gratin de, j'en sais rien, de choux de Bruxelles. Personne n'aime. Bon, c'est pas grave, mais moi ça me fait plaisir. Et en fait, je pense que c'est ça qui arrive dans l'humour d'aujourd'hui. C'est on prend de plus en plus en compte, et c'est bien, des limites ou des desiderata des invités autour de la table pour que tout le monde passe un bon moment en fait. Oui, mais ça fait un repas meilleur normalement. Le problème, mais selon moi, c'est effectivement qu'on va devoir prendre en compte tous les desiderata de chacun, et du coup, on se retrouve avec un humour aseptisé. Voilà, et c'est peut-être ça le danger. Ça peut être le danger, et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a encore de l'humour bien gratiné, bien gratiné qui existe. Parce qu'après, en revanche, c'est question de goût. On peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. Il y a heurter et il y a plaire. Mm-hmm. Clairement, je sais que je plairai jamais à tout le monde. Et c'est très bien, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Exactement. Et il y avait une phrase que j'adorais qui est « Je préfère ne pas être aimé pour qui je suis que être aimé pour qui je ne suis pas. » Voilà, donc ça, clairement. Mais en revanche, faire en sorte de heurter le moins possible des gens qui avaient rien demandé, oui, tant mieux. Enfin, franchement, en tant que femme, moi, je me dis, si on peut faire en sorte que certaines communautés puissent être plus préservées qu'elles ne l'ont été par le passé, stigmatisées, tant mieux. Hind, on fait une pause et on revient juste après ça. Ça marche. Je m'appelle Hind. Y'a rien qui rime avec Hind. Je suis si contente d'être là, même si c'est pas encore l'Olympia. Quand je vous vois de près, je me sens bien entourée. Oh yeah. Je croyais que j'étais une princesse abandonnée, mais depuis que j'ai mon petit beurrier, tu sais quoi, mon horizon c'est éclairé. Fille unique, on est tous des filles uniques. Fille unique, on est tous des filles uniques. C'est le moment des vibes, j'improvise, je ne sais pas ce que je fais. C'est ça d'être une star. J'aime un peu trop Céline, on ne change pas. Ta gueule. Moi je pense qu'on peut changer. À ce qui paraît ça fait flipper, mais si tu écoutes l'enfant en toi, tu trouveras enfin ta voix. Fille unique, on est tous des filles uniques. 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 Fille unique. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Soleil. Bonjour à tous. Si vous venez de nous retrouver, vous êtes donc au Passage des Artistes et mon invité est Hind, qui est actuellement, alors justement on va en parler puisque vous êtes actuellement sur scène. Hind, est-ce qu'on peut parler du titre qui vient de passer, Fille unique? Comment est né ce titre-là? Il est né comme une envie de célébrer la fin du spectacle avec un moment un peu waouh. C'est-à-dire que on m'a toujours appris, quand on crée un spectacle, d'avoir un début fort, un milieu qui retient l'attention, et d'avoir une fin qui claque. Et moi, je voulais absolument avoir un final de spectacle qui claque. Et pour moi, qui claque voulait dire en chanson. Donc déjà, c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson. Et la manière dont je l'ai écrite, c'est que je l'ai vue comme une manière de synthétiser un peu tout ce que je racontais dans le spectacle, pour à la fois recréer du lien avec le public et d'avoir des blagues un peu communes sur lesquelles ils rigolent en disant « Ah oui, elle avait parlé de ça, puis elle avait parlé de ça ». Et d'avoir aussi un message hyper positif à la fin
Parce que dans mon refrain, je me la joue un peu de Johnny Hallyday et je dis fille unique, on est tous de filles uniques. Et du coup, ça fait rire tout le monde parce qu'ils se disent cette fille est folle, mais ça passe très bien. Et à la fin de la chanson, j'ai un moment d'interaction en fait où il y a que de la musique, je les fais se lever, donc je force un peu la standing ovation et je les fais chanter avec moi sur fille unique. Je dis fille, ils répondent unique, donc c'est un vrai moment de cohésion et de partage avec le public. Oui, de convivialité. Ouais, de convivialité. Et c'est vrai que ça rapproche l'artiste et son public. Complètement. Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que c'est compliqué d'être fille unique? Eh bien, alors vous êtes enfant unique ou fille unique? Fille unique et enfant unique et fille unique aussi. Non, en fait, c'est pas compliqué, je trouve, parce que ça permet de développer l'imagination hein, quand on est seul. Moi, je me souviens que j'avais beaucoup de jouets avec moi. J'avais aussi mes jeux vidéo. Je pouvais raconter mes petites histoires toute seule. Et aussi, une des choses que mes parents ont toujours fait, c'était me pousser à être très sociable. Donc, j'ai fait beaucoup de sport collectif. J'avais beaucoup d'amis. J'allais voir des amis. Je recevais des amis à la maison. Donc, je me sentais pas isolée. En revanche, ce qui peut être compliqué quand on est enfant unique, c'est parfois quand on vit des moments familiaux peut-être un peu délicats, typiquement la séparation des parents ou quand les parents vont vieillir, ce genre de choses, se dire bon bah je suis tout seul quand même, je suis tout seul à vivre ça, j'ai pas de frères et sœurs avec qui partager le sujet et qui peut comprendre, donc ça peut être les moments un peu de doute et mais en même temps. Quand je vois des amis qui ont des frères et sœurs avec lesquels ils s'entendent plus ou moins, je me dis bon bah finalement moi j'ai trouvé j'ai genre ma sœur de cœur qui est ma meilleure amie depuis très très longtemps, qui pour moi est largement plus qu'une amie. Enfin, on se recrée une famille assez facilement en fait quand on est enfant unique. Et justement, on parlait de doute parce que vous en parlez aussi dans votre spectacle. Est-ce que vous avez déjà douté, vous, en tant qu'artiste, en vous disant j'arrête tout et je vais sur un métier un peu plus conventionnel, on va dire? Ah bah oui, bien sûr. Très souvent. Oui. La vie d'artiste, j'ai l'impression que c'est un grand beat. Un grand beat permanent en fait, où il y a des soirs où on se dit c'est incroyable, ma vie est fantastique, j'étais née pour ça, et le lendemain on est au plus bas en se disant mais en fait mais pourquoi je m'inflige ça, il faut repartir à la conquête du public, remonter sur scène, c'est trop dur. Donc ouais, je passe mon temps à alterner doute, confiance, doute, confiance, doute, confiance, et j'ai l'impression que ce qui fait qu'on tient dans la durée, c'est de se dire bon le doute, il partira jamais, en fait, même ce syndrome de l'imposteur. Mais il faut avoir un niveau de confiance en soi et de croire en soi et de volonté qui est suffisamment fort pour se dire, en fait, je lâche pas. Et ça se travaille, ça? Oui, je pense que ça se travaille. Il y a, à mon avis, il y a un mélange à la fois d'état d'esprit. Moi, je sais que je suis quelqu'un de profondément optimiste et de très confiant en l'avenir. Donc ça aide, je pense. Ça, c'est un super pouvoir qui aide. Mais après, il y a je pense aussi des manières d'aborder les choses qui se travaillent avec soit en écoutant des podcasts de gens inspirants ou des formations, des coachings pour développer un état d'esprit de un peu de combattante en se disant peu importe en fait, j'ai un projet, je vais aller jusque là et je vais pas rentrer dans l'ésotérisme, mais je suis Sagittaire. Et les Sagittaires, on a un point commun tous, c'est qu'en général on aime bien se fixer un objectif, bim, et on fait tout pour l'atteindre. Et je crois qu'en fait moi c'est ça qui me fait tenir en général, c'est je me fixe un objectif, une date, quelque chose, et je dis tu vas y aller, tu vas pas lâcher et tu vas continuer de marcher jusqu'à cet objectif. Mais justement quand on est comédien, c'est un peu comme un soldat qui pleuve, qui vente, qu'il fasse beau ou pas, on monte sur scène et il faut donner le meilleur. Complètement. Et justement, est-ce que c'est compliqué tout ça parce que le quotidien, on a le quotidien. Enfin voilà, le comédien est un être humain comme tout le monde, ouais, avec des hauts et des bas, des envies, des pas envies, des j'ai le moral, j'ai pas le moral. Alors quand on doit aller sur scène, on gère comment? Eh ben, on gère avec l'énergie qu'on a, c'est-à-dire faut pas la trafiquer et se dire ce soir je suis peut-être un peu en énergie un peu plus basse, et on va jouer avec ça. Et en revanche, une chose que je m'impose toujours, c'est que quand je monte sur scène, moi je suis face à des gens qui ont payé pour être là, qui ont pris du temps pour venir, pour passer du temps avec moi, et qui n'auront peut-être plus l'occasion de me revoir pour un autre spectacle. Donc je me dis, c'est la seule et unique fois qu'ils vont voir ton spectacle, donc ils ont droit à la meilleure version du spectacle possible. Tu dois les respecter en fait, parce qu'ils sont là. Donc peu importe en fait l'état d'esprit dans lequel je suis, je vais jouer avec mon énergie, plus me dire tu le dois
tu dois le respect au public en fait qui est venu. C'est le minimum. Hind, est-ce que tu peux nous parler des festivals où ton spectacle a été sélectionné? Parce qu'on parlait de reconnaissance tout à l'heure. Ça, c'est une belle reconnaissance, j'imagine, pour vous. Oui, complètement. Alors déjà, j'ai eu la chance de l'amener au Festival d'Avignon qui lui a donné une belle visibilité. Et derrière, j'ai pu participer à des festivals comme le Festival de Morières-sur-Rire qui est juste avant le Festival d'Avignon, mais qui donne une belle vitrine aux artistes qui jouent au festival. Ensuite, l'été dernier, j'ai été sélectionnée au Festival de Tournon, qui est un festival très connu de la profession, peut-être un peu moins connu du grand public, mais dans lequel il y a énormément de professionnels qui viennent voir les nouveaux talents de demain. Donc là, c'était pour moi un moment à la fois de joie mais de stress, mais genre ultime. On imagine, oui. J'ai aussi été très heureuse d'être sélectionnée pour un autre festival d'humour qui s'appelle Les Mauves du Rire, où on a été pareil avec d'autres artistes sur un plateau très chouette. Et là, ce week-end, je vais faire un autre festival dans la région normande, enfin à côté d'Évreux. Et c'est vrai que ce moment à Ménil-sur-Iton, pour tout vous dire, et ce genre de moments où déjà son travail est sélectionné, qu'on a l'opportunité de passer sur un plateau avec d'autres humoristes, c'est déjà un super moment de fierté et aussi de joie de pouvoir connecter avec d'autres humoristes dans un cadre à part, qui est pas un plateau d'humour à Paris ou un théâtre, mais là on est tous ensemble dans un espace-temps un peu mis de côté et ça crée des liens assez forts. Notamment, moi je sais qu'après Tournon, on avait créé un groupe WhatsApp avec tous les autres humoristes, on se soutenait, on a fait pareil avec Mauve. Enfin, ça crée des liens forts en fait derrière entre humoristes. Et alors justement, parce que on parle de choses un peu légères, etc. Parce que quand on dit je suis humoriste, ou je suis comédien, ou je suis artiste de manière générale, on a tendance à croire que c'est une partie de rigolade et de légèreté, ce qui n'est absolument pas le cas, parce qu'il y a j'imagine en tout cas un travail énorme. Très souvent, quand on annonce les choses à ses parents, les parents, parfois, ne sont pas forcément d'accord avec le choix. Alors, quelle a été la réaction de vos parents à vous, parce que vous êtes en plus fille unique et enfant unique. Ils ont pris ça comment? Alors en plus, moi j'ai le syndrome de la bonne élève. J'ai toujours été une très très bonne élève et donc on m'a toujours poussée à faire des bonnes études, quoi qu'il arrive. Donc j'ai fait les bonnes études. Vous avez fait quoi, Hind? J'ai fait bac S, option maths, prépa, grande école. Enfin, vous voyez le classique, le super truc, quoi. Le super truc. Exactement. Et aujourd'hui, il me reste plus que ma mère et elle me soutient à 200% en fait sur le projet parce que elle voit déjà que j'ai posé tous les jalons, on va dire, de la vie classique et qu'à côté j'ai jamais lâché la scène et qu'aujourd'hui je me réalise beaucoup dans cette activité artistique et donc c'est un de mes meilleurs soutiens. C'est-à-dire que quand je suis au Festival d'Avignon, elle veut toujours venir pour m'aider et flyer dans la rue et aborder les gens. Elle va aussi m'aider à c'est pas une tâche facile, hein. Non, c'est pas une tâche facile. Je dis mais maman, tu vas pas faire ça à 40 degrés à l'ombre, no way quoi. Elle va aussi être là pour afficher, elle va en parler à tous les gens autour d'elle et donc par exemple, quand il y a des gens de la famille qui viennent voir le spectacle, ça m'est arrivé encore il y a pas longtemps. J'ai un oncle et une tante qui sont venus me voir à Metz et derrière, elle écrivait sur le groupe WhatsApp de la famille « Vous mettez bien une critique sur Bialéduc !» Donc c'est ma manager. Donc c'est très mignon en fait, elle est à 200% derrière. Elle est impliquée en tout cas. Ouais, très impliquée. Et elle pense quoi de vos spectacles justement? Je crois que elle est touchée par le spectacle, c'est-à-dire que à la fois elle trouve bien que je puisse m'exprimer et faire rire les gens, mais je crois que le fait que j'ai un peu ouvert des parties plus vulnérables dans cette nouvelle version. J'avais très peur au début de lui montrer et d'avoir sa réaction. Et finalement, elle a été à la fois touchée, mais aussi préservée parce que ça, typiquement, c'est une des limites que je me donne. Je veux pas faire de mal à ma famille quand je monte sur scène. Donc, je vais dire des choses, mais je vais pas aller jusqu'au bout du bout non plus en me disant, je veux les préserver quand même un minimum. Et donc, je pense qu'elle a accepté et beaucoup aimé la manière dont j'avais pu aborder certains sujets qui pouvaient être et douloureux pour elle, pour moi, pour d'autres membres de la famille, avec détachement, pudeur et respect, quoi. Toujours une question de respect. Mais c'est important, bien évidemment que c'est important de se respecter soi-même et respecter l'autre. Ça fait partie aussi des choses qui font la différence entre un artiste et un autre. Hind, vous avez des regrets aujourd'hui? Est-ce que vous ne vous dites pas est-ce que j'ai fait le bon choix?
Non, je pense pas avoir de regrets. Au contraire, moi, je suis plutôt dans une approche où je préfère essayer, réussir ou me planter, mais derrière me dire au moins j'ai essayé de le faire. Donc non, je suis plutôt... moi, ça a toujours été ma philosophie de vie, de pas avoir de remords. D'aller jusqu'au bout. Ouais, exactement, et d'aller jusqu'au bout, en fait. Quitte à tenter, essayer, me planter, remonter, parce que j'ai cette foi derrière très positive de me dire, en fait, tu retomberas toujours sur tes pattes, t'inquiète, t'y arriveras, tu feras autre chose, pas grave. Et justement, si vous aviez si vous deviez faire autre chose, vous feriez quoi aujourd'hui, Hind? Si je devais faire autre chose aujourd'hui, c'est une bonne question. En fait, moi, ce que j'aime, c'est la scène et le public. Donc, en fait, si je peux trouver un autre moyen, par exemple, et ce que je fais parfois, c'est d'animer, d'être maîtresse de cérémonie, de présenter et de créer un lien avec le public. Je pense qu'il y a plusieurs manières de créer du lien avec un public. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y a une chose qui est très prégnante chez moi, c'est ce que je veux, c'est créer des moments de joie avec des gens. Et peu importe le type de moment de joie, que ce soit sur scène, quand je monte pour mon spectacle, quand je crée des événements avec mes amis, des voyages, des événements dans la vie un peu plus corporate, on va dire, moi, ce sera toujours mon moteur. Donc, je pense que je trouverai toujours un moyen de créer des moments de joie. Est-ce que vous avez des projets? Parce que là, vous êtes actuellement sur quelque chose de bien défini. Mais est-ce que vous avez le temps de travailler sur d'autres projets? Parce que les choses vont vite, parce qu'il faut être sur scène très souvent et régulièrement pour ne pas malheureusement parfois se faire oublier du public. Est-ce que pendant que vous êtes sur ce spectacle-là, sur votre travail actuel, est-ce que vous avez le temps de penser à autre chose et à d'autres projets? Ça, c'est un challenge. C'est vrai de réussir à trouver le temps et la bande passante en plus. Pour ça. J'ai des idées en tête. J'ai des idées et de thématiques et de formes. J'ai rien encore écrit, mais je sais à peu près où je veux aller pour le prochain spectacle. Et vous avez envie d'aller où? J'ai très envie. Alors, si je vous le dis aujourd'hui, on verra. C'est bien, comme ça va m'obliger à travailler avec mon biais cognitif à être aligné et après à le réaliser. Mais ce que j'aimerais dans la forme, c'est d'essayer de créer un one musical show. Et donc un spectacle qui embrasse bien les codes de la comédie musicale, mais en solo, et sur les thématiques autour de l'âge et de la perception de l'âge. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai 45 ans, et il y a des fois où je me prends des réflexions, mais qui me font mourir de rire, et où je me dis, mais en fait, faut en parler de ça. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'entends deux jeunes qui passent devant moi dans la rue, et qui parlent ensemble, et j'entends un des deux qui dit à sa copine, c'est bizarre de voir des personnes âgées en boîte de nuit. Et donc là, dans ma tête, je me dis, voyons ce qu'il veut dire. Et je l'interromps, je lui dis, excuse-moi, ça veut dire quoi pour toi, personne âgée? Et là, il prend quelques secondes de réflexion en me disant, je veux pas trop la vexer. Il me regarde et il fait, 45 ans. Et là, mais j'explose de rire. Je dis, mais c'est pas possible, personne âgée pour tous ces 45 ans. Et donc, ça m'a fait tellement rire. Et il y a tellement de petites réflexions comme ça qui viennent aujourd'hui où je me dis, j'ai l'impression qu'à partir d'un certain âge, on nous colle à nouveau des nouvelles étiquettes et des interdictions. Et quand on était petit, c'était fais pas ci, fais pas ça, et maintenant c'est fais plus ci, fais plus ça. Pourquoi? Et donc je suis un peu dans cette direction de réfléchir aux interdits qu'on se met à partir d'un certain âge qui est jeune pour moi, et de la perception de l'âge et de la perception des limites et de ce qu'on est censé faire à un certain âge ou pas. Hind, fille unique, nouvelle version. Alors vous avez, Hind, allez, on va dire 1 minute 30 et vous nous faites un pitch, vous donnez à nos auditeurs envie de venir vous voir. Où, quand, à quelle heure? Je vous laisse la parole. Alors, Fille unique, c'est une bulle de bonheur pendant laquelle on va partager ensemble un moment de fun où on rit tous ensemble des défis de l'âge adulte face aux rêves de jeunesse. Il y a des chansons, il y a du stand-up qui pétille, il y a des personnages complètement loufoques. Et ma promesse, c'est qu'à la fin, je réveille votre enfant intérieur. Mais alors attention, parce que dedans, il y a des peluches et du second degré, donc ça peut faire très très peur. Et vous pouvez me retrouver le 11 février prochain à 21h15 à la Divine Comédie. Et puis j'ai d'autres dates aussi en tournée partout en France et une nouvelle date en région parisienne le 25 juin à Lagny-sur-Marne. We welcome. Et vous avez toutes les infos sur Instagram. N'hésitez pas. Merci Hind. Elle prendrait presque ma place, Hind. Merci infiniment en tout cas d'avoir accepté notre invitation au passage des artistes sur Radio Soleil. Et puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Hind? Plein de public dans mes salles. Le plus de public. Merci Hind. Merci beaucoup.
puisqu'il est clair qu'on est tous de passage et qu'un beau jour il faut qu'on plie bagage, puisqu'on est tous la part d'un rêve à construire, les enfants d'un éclat de rire, pas pressé de partir. Si je peux encore et encore te dire, le vent peut se remettre à souffler. Il nous pousse à aimer. Libre de mes pas, de mes pensées. D'aujourd'hui à demain, je vais bien. Puisqu'il est clair qu'on a tous nos faiblesses. Oh, puisqu'un beau jour on se trompe ou on blesse, on se cache derrière le cœur et ses raisons. Mais un homme abat les cloisons de ses contradictions. S'il peut encore avoir droit au pardon, le vent peut se remettre à souffler. Il nous pousse à aimer. Libre de mes pas, de mes pensées. D'aujourd'hui à demain, je vais bien. S'il peut encore avoir droit au pardon, la rosée du matin est tombée. Ni mensonge, ni regret, où que j'aille je me sens protégé. D'aujourd'hui à demain, je vais bien. À souffler, il nous pousse à aimer. Libre de mes pas, de mes pensées. D'aujourd'hui à demain, je vais bien. Actu Média et Radio Soleil vous présentent Au passage des artistes, une émission présentée par Jazia tous les jeudis de 18h à 19h. Radio Soleil, 88.6, Paris, 87.7, Marseille. Radio Soleil, toutes les voix comptent.